Mes très chères sœurs, mes très chers frères, chers amis, bienvenue à la table ronde sur franc-maçonnerie et médias, de la légende aux fake news. Alors ce matin, monsieur le maire de Villeurbanne, même si les rencontres culturelles et maçonniques se tiennent à Lyon, comme il l'a si bien relevé, et surtout notre chère présidente Madeleine, ont parlé bien évidemment de fake news. C'est dans l'air du temps, maintenant plus que jamais, mais à l'heure où a été posée cette question, nous ne pensions pas que cela prendrait un tel aspect, un tel tournant au regard de ce que nous venons de vivre en tant que francs-maçons au mois d'août et au mois de septembre dernier. Alors, Laura Lalou est diplômée de Sciences Po Aix et est titulaire d'un Master 2 en communication publique et politique. Elle a reçu le prix du meilleur mémoire de l'Institut politique d'Aix-en-Provence en 2009 et est surtout lauréate de l'Institut d'études et de recherche maçonnique, l'IDERM, et elle a reçu aussi le prix Bruno Etienne du Grand Collège des Rites, 33e degré du rite écossais ancien et accepté du Grand Orient de France. Elle a aussi publié dans les célèbres cahiers chroniques d'histoire maçonnique. Ancienne community manager d'une grande obédience, elle a été consultante en communication et est aujourd'hui attachée de presse dans un grand groupe du secteur agricole. Son travail explore les grammaires médiatiques qui modèlent la perception profane de l'ordre entre fantasmes persistants et cadrage sensationnaliste. Notre échange s'inscrit dans le temps. En effet, Laura était déjà là en octobre 2023, lors des rencontres culturelles maçonniques lyonnaises, qui avaient pour thème « Transmettre » sur une séquence intitulée « Médias et franc-maçonnerie, la presse maçonnique et anti-maçonnique, une communication maçonnique, pourquoi et comment ?» Elle réunissait notamment un journaliste profane, Olivier Michel, célèbre en région lyonnaise, puisqu'il a piloté pendant des années le Dimanche en politique, puis le 19-20. Alors Laura, aujourd'hui, a publié son premier ouvrage, que voici, et qui s'appelle donc « L'œil de la presse sur la franc-maçonnerie, 30 ans de marronnier » aux éditions Numéril-Livre. Il est sorti ce jeudi, je crois, Laura. Donc il a été édité exprès pour vous et notre salon de Lyon. Alors cet ouvrage explore les représentations de la franc-maçonnerie à travers la presse française, de ses origines à nos jours, et il analyse les mythes, stéréotypes et évolutions des perceptions sociales, en particulier à l'ère numérique. Mêlant histoire et sociologie, il souligne combien la presse a modifié le regard porté sur la franc-maçonnerie. Alors, dans notre table ronde, nous allons bien évidemment évoquer 3 siècles de franc-maçonnerie, qui est une grande mais belle période. Alors, de la légende noire, peut-être devrions-nous dire des légendes noires, car il y a eu plusieurs légendes, même dès le début du XVIIIe siècle. Alors, ma première question, Laura, portera sur, en France, qu'est-ce qui, à l'origine, rend la franc-maçonnerie racontable et comment, comme secret inquiétant, plutôt que comme pédagogie de la lumière? Bonjour à tous. Donc, pour répondre à votre question, Lionel, je vous propose de faire un petit voyage dans le temps et de remonter finalement à l'arrivée de la franc-maçonnerie en France, parce que c'est à partir de cette période-là qu'elle va se teinter d'une couleur particulière qui est celle du complot politique. Et ce complot politique, il est infiniment lié à l'histoire de l'Angleterre, puisque à la suite de la Glorious Revolution, il y a un exil en fait du roi d'Angleterre sur les côtes françaises, accompagné de ses partisans jacobites, et on a cette dimension où la franc-maçonnerie arrive en France en même temps que le roi d'Angleterre, même si les écrits sur la première loge de Saint-Germain sont assez difficiles à trouver et qu'on date plutôt cette création plus tardivement. Ce qui nous intéresse aujourd'hui à travers cette histoire, c'est de comprendre pourquoi c'est à ce moment-là que vont se cristalliser tout un tas de représentations sur la franc-maçonnerie française.
Alors, comment est-ce que ça arrive? Eh bien, on va très vite accuser les partisans jacobites en France de fomenter un complot contre l'actuelle gouvernance britannique. Et de ce fait, on va avoir une tentative de répression sur ce sujet-là. Et donc, on va très vite avoir des... Comment dire ? Des commandements depuis l'Angleterre qui vont alerter les pouvoirs français sur un complot qui serait en train de se monter outre-Manche. Voilà. Et à partir de ce point-là, il va y avoir une révélation dans la presse. Et c'est à partir de ce moment-là que le complot, pas encore judéo-maçonnique, on y reviendra, mais l'histoire d'un complot arrive. Alors, bien avant le complot, je voudrais rappeler à notre assistance qu'en février 1723, The Post Boy, un journal anglais, a publié un poème satirique. Je vous rappelle que les constitutions d'Anderson ont été publiées en septembre de la même année, mais que déjà la presse se moquait de la franc-maçonnerie sans que cela soit compris comme un complot, mais on faisait une satire déjà des manifestations maçonniques, sans compter les différentes gravures qui montraient les francs-maçons sous un mauvais œil. Mais Laura, vous avez évoqué le complot. Est-ce que les divulgations n'ont pas permis justement des divulgations de francs-maçons? Si on prend l'exemple de Pritchard, un maçon qui finalement a trahi ses serments et a fini dans une détresse la plus totale, n'a pas servi les anti-maçons déjà à cette époque-là? Effectivement, pour le cas évoqué, effectivement, c'est quelque chose qui arrive, c'est une des premières divulgations anglo-saxonnes. En France, c'est aussi à partir de cette période-là, donc 1737, la première divulgation française qui s'appelle « Réception d'un frais-maçon » et qui est issue d'une enquête commandée par le cardinal de Fleury, donc, qui à l'époque où l'Angleterre l'a prévenu d'un potentiel complot a fait tout de suite interdire les assemblées maçonniques en France. Il a commandité une enquête auprès du lieutenant de police René Hérault, qui a publié les résultats de son enquête dans un gastin, résultats d'enquête qui sont extraits de confidences sur l'oreiller de la part d'une prostituée française, voilà, et qui tourne complètement en dérision la franc-maçonnerie. Prostituée, vous y allez fort, elle était chanteuse à l'opéra ou danseuse, je crois. Mais c'était peut-être la terminologie qu'on accordait aux dames de cette époque-là, qui malheureusement n'avaient pas le droit de rentrer encore en franc-maçonnerie. Je n'ai rien contre les artistes, mais disons qu'il y avait des mœurs un petit peu légères quand même. Alors, cette première divulgation, enfin celle de la Carton, d'Hérault, du cardinal Fleury, qu'en est-il par la suite? Comment s'est alimentée cette machine, peut-être avec les bulles pontificales, tout de suite après la divulgation par la Carton? Déjà, peut-être, effectivement, au niveau des bulles pontificales, avant ça, les réactions aux divulgations, c'est un petit peu mitigé aussi. Il y a ceux qui accordent beaucoup d'importance en se disant comment est-ce qu'on réagit face à ça. On va publier peut-être des démentis ou une autre vision. Et ceux qui se disent finalement répondre à ces divulgations, à ces accusations, c'est déjà donner du grain à moudre. Donc déjà, il y a un climat, effectivement, qui se crée. Et les bulles pontificales vont avoir entre 1738 et celle de 1751, un retentissement assez fort au niveau international, puisque, donc, je rappelle, la première étant publiée par Clément XII, dit très clairement, et cette phrase est très importante pour la suite de notre exposé, vous la connaissez certainement, dans cette bulle, il parle d'une franc-maçonnerie qui se regroupe dans le secret, qui s'étend jusqu'aux confesseurs, c'est-à-dire la dimension hérétique de la chose. Et il dit cette phrase restée célèbre: s'il ne faisait point le mal, il ne haïrait pas ainsi la lumière. Cette phrase, je vous invite à la garder en tête pour la suite de l'exposé. Donc ça, c'est la première des choses. Et ensuite, la seconde bulle pontificale, donc, que vous évoquez, Lionel, en 1751, qui cette fois vient du pape Benoît XIV, lui, il rappelle cette dimension de la première bulle en rappelant la menace d'excommunication immédiate, en pointant tout ce qui est perversion de la franc-maçonnerie. Je pense qu'on peut citer peut-être un extrait pour se plonger un petit peu dans
l'esprit des rédacteurs, notamment lorsqu'ils disent « Dans ces sortes de sociétés, il se réunit des hommes de toute religion et de toute secte, d'où l'on voit assez quel mal peut en résulter pour la pureté de la religion catholique. Les bonnes choses aiment toujours la publicité, les crimes se couvrent de secrets. » Ce qui est amusant, c'est que les papes reprennent la célèbre phrase de Clément sur la franc-maçonnerie, des seuls secrets connus d'eux-mêmes. C'est une phrase qui a toujours été reprise quasiment dans toutes les bulles fulminées par les papes. C'est-à-dire, eux seuls connaissent le vrai secret qui fait que nous sommes à mettre ou à être excommuniés. Alors, concernant les divulgations, il faut bien admettre aussi qu'elles servaient beaucoup le public de l'époque, puisque cela a permis à certains de se faire passer pour francs-maçons et essayer d'obtenir auprès des banquiers des délais de paiement ou des choses comme ça. Donc il y a un usage déjà détourné ou non pensé à l'époque de ce que cela était. Alors, Baruel, on parle souvent de Baruel, peut-être aussi de l'abbé Lefranc, de cette époque révolutionnaire où l'on a accusé la franc-maçonnerie, alors fake news, intox, infox, ou pas, de vouloir tuer l'autel et le trône. Oui, effectivement, là on fait un bond dans le temps, on passe après la Révolution qui est un vrai bouleversement, un changement de paradigme, mais à cette époque-là, on va absolument vouloir, et ça aussi c'est important de garder en tête pour comprendre un petit peu la dynamique de ce qu'on va dérouler cet après-midi, de comprendre les origines du bouleversement de la société, les changements, et trouver des coupables, trouver des responsables du théâtre qui s'ouvre à cette époque-là. Effectivement, on connaît beaucoup l'abbé Baruel, qui d'ailleurs est toujours édité en 2025 sur certains sites d'extrême droite, comme bibliographie de référence. Mais effectivement, le premier reste l'abbé Lefranc, qui lui, en fait, va très vite mettre en avant le fait que la franc-maçonnerie est là pour renverser les monarchies catholiques, et elle le qualifie d'ailleurs de religion politique, qui, de fait, est un projet satanique. Et pour le coup, l'abbé Lefranc est le premier à faire le lien entre juifs et franc-maçonnerie, ce que ne fait pas l'abbé Baruel. Lui, il remonte le complot assez loin. C'est lui, justement, qui induit cette idée d'illuminati au travers de l'exemple des Illuminés de Bavière. Donc, ce sont deux points, deux prismes différents sur l'impact de la franc-maçonnerie supposée de la Révolution, mais qui laisse en fait des traces dans l'imaginaire collectif et dans ce qu'est la franc-maçonnerie dans la société de l'époque. Deux précisions concernant l'abbé Baruel, des bruits courts qu'il serait franc-maçon. En fait, si l'on consulte le fichier Bossu, je vous rappelle que le fichier Bossu, qui est consultable gratuitement à la Bibliothèque nationale de France, comporte 165 000 fiches qui vont de 1750 à 1850, et il n'est pas attesté que l'abbé Baruel était reçu franc-maçon. Par contre, pour l'abbé Lefranc, permettez-moi, Laura, de citer un éditeur lyonnais, les éditions du Cosmogone, qui sont présents sur le salon et qui ont réédité le voile levé pour les curieux en 2012. Une petite histoire, c'est que ce livre, quand l'abbé Lefranc, un moine nudiste qui est mort à Paris au couvent des Carmes, là où il y a l'Institut catholique, il est mort sous les coups de la hache de Maillard, du citoyen Maillard, eh bien, cet ouvrage, quand il est sorti, a été acheté par les francs-maçons. Tous les francs-maçons, ce qui fait qu'il n'a jamais pu être porté à la connaissance du public. Et nous en avons trouvé un exemplaire, un reprint, dans une librairie belge, Tapage, pour ne pas la nommer, en banlieue de Bruxelles, d'un écrit publié à Liège en 1827, que les éditions du Cosmogone ont bien voulu rééditer, parce que l'on dit aussi que Baruel, cela serait aussi un des premiers plagiats maçonniques ou anti-maçonniques, aurait largement copié l'abbé Lefranc. Alors, cette période révolutionnaire s'est caractérisée par une mise en sommeil des loges, et l'on a vu quand même, vous l'avez évoqué, un premier mot, le judéo-maçonnisme. Qu'en est-il au cours du 19e siècle, Laura ? Au cours du 19e siècle, c'est là où ça va trouver son apogée, puisque il va y avoir plusieurs éléments historiques qui vont structurer au fur et à mesure du temps cette idée de complot judéo-maçonnique. Notamment à la Belle Époque, c'est un petit peu la dimension où il prend tout son sens. Dans ce complot judéo-maçonnique, il y a une dimension qui le lie fortement à la politique,
On parle d'ailleurs dans certains écrits de sectes judaïques alliées de toutes les autres sectes infernales préparant les voies de l'Antéchrist, et en particulier celle des francs-maçons. C'est une lettre qui reprend les écrits de l'abbé Baruel quelques années après et qui en fait sa propre analyse. On va avoir des formulations très, très difficiles. Juifs et francs-maçons, 6e âge de l'Église après l'Apocalypse, les francs-maçons nos maîtres, et les juifs aussi d'ailleurs. Il y a un lien qui est fait par certains auteurs au travers de la Kabbale également. C'est aussi la période de Maurras, d'écrits comme ceux de Drummond. Et en parallèle de cette dimension fortement politique qui structure le complot judéo-maçonnique, il y a aussi la dimension de la peur d'une forme de satanisme qui rentre en adéquation aussi avec une fascination pour l'ésotérisme de façon large. Et tout ça donnera lieu à une espèce de conglomérat autour d'un réel fantasme sur le complot judéo-maçonnique. Oui. Alors, le déclencheur, c'est quand même l'affaire Dreyfus. Autant dire qu'il y avait autant de maçons dreyfusards qu'anti-dreyfusards. Quel est un peu le climat de cette période où on voit aussi fleurir de nombreux journaux anti-maçonniques, catholiques, ne serait-ce que La Croix ou Le Pèlerin, que nous connaissons aujourd'hui sous d'autres jours? Effectivement, en fait, déjà, en parallèle ou en amont, il y a toute la vague de pamphlets qui sont écrits, je dirais, sur la fin du 19e jusqu'au début du 20e, avec des titres évocateurs qui ne pourraient plus, qu'on imagine difficilement sortir aujourd'hui en librairie, tant qu'ils sont hargneux, haineux et mensongers. Et en fait, en parallèle de cela, l'avènement de la Troisième République avec la liberté de la presse, la sophistication des journaux, l'augmentation de l'instruction va mener à une nouvelle dynamique d'ampleur au travers des journaux qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus lus. Et il est important de préciser que l'affaire Dreyfus est vraiment, je dirais, un cas d'école sur ce qu'est la presse de cette époque-là. La presse française à cette époque-là, elle a une vraie particularité, c'est qu'elle est politisée. Et ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, on a des bords différents. Là, c'est plus de l'écrit doctrinal que vraiment de l'information. Et c'est à ce moment-là, avec l'affaire Dreyfus, que la presse va se polariser entre les anti-dreyfusards et les pro-dreyfusards, mais aussi qu'on va voir se former des ligues et, au travers des ligues, des revues qui vont porter la voix de l'antisémitisme, de l'antimaçonnisme aussi, au travers d'un courant institutionnalisé qu'on a appelé l'antimaçonnerie. Cette loi du 29 juillet 1881, cette fameuse loi sur la liberté de la presse dont on se revendique encore pour légitimer nos écrits, parfois certains journalistes se retranchent derrière cela, derrière l'article 10 aussi, la déclaration des droits de l'homme, n'a-t-elle pas favorisé justement cette émergence de ce courant anti-maçonnique? Est-ce qu'elle n'a pas bénéficié justement à tous ces journaux qui sont allés contre les idées maçonniques? Il est vrai qu'à l'époque, tout était politique. C'est sûr que ça a forcément... Puis il faut remettre aussi dans le contexte, effectivement on a une liberté de la presse, mais on change aussi de régime où effectivement la parole n'était pas aussi libre de circulation et forcément ça crée des émules. Je pense que voilà, et vraiment il faut vraiment se décentrer de l'époque actuelle et se replonger dans ce que pouvait être la politique à cette époque-là et comment en fait le journal était un vrai moyen de faire passer des idées. Donc on a des choses extrêmement crues. Et si vous me permettez, je vais citer un exemple que j'aime relater pour dire qu'aujourd'hui, jamais on pourrait envisager quelque chose comme ça sans que ça tombe sous le couperet de la loi. Je pense notamment à la revue L'Anti-Juif, déjà le nom est incroyable, fondée par Jules Guérin, qui lui-même est à la tête de la Ligue du Grand Occident de France, anciennement Ligue antisémitite de France, qui s'oppose bien évidemment au Grand Orient juif, et dont la devise est intéressante, les frères 3 points, il s'oppose aux frères 3 points, avec cette devise, 2 points, GS à la fin bien évidemment, un dans la gueule des juifs, l'autre dans la gueule des francs-maçons. Comme baseline marketing, on a vu mieux quand même, objectivement. Ce Grand Occident de France, il était rue Chabrol, c'est ça, il me semble, à Paris, d'où l'expression Fort Chabrol, parce qu'il y a eu un siège pendant
plusieurs jours pour justement mettre fin à ce grand Occident de France. Puis, pour reprendre l'expression de la liberté de la presse, il ne faut pas oublier que la plus vieille revue maçonnique, la Chaîne d'Union, a été créée en 1864 à Londres par des francs-maçons du Grand Orient de France qui ont voulu fuir le régime dictatorial de Napoléon III. Alors, fake news, légende noire, qu'en est-il exactement de Léo Taxil ? Ah bah, Léo Taxil, effectivement, c'est un cas d'école très intéressant. Donc peut-être, c'est quelque chose d'assez connu, mais peut-être remettre un peu de contexte si jamais nous avons des visiteurs extérieurs à la maçonnerie. Donc Léo Taxil, c'est une mystification qui, pour moi, est à la fois le parfait exemple de la fascination pour l'ésotérisme et la peur du satanisme que je le citais tout à l'heure, mais la quintessence finalement d'une fake news rendue publique dans une époque où on commence en fait à s'ouvrir. Donc de 1885 à 97, donc ça dure quand même pour une blague, on va dire, c'est une blague assez longue. Léo Taxil, donc qui est un ancien franc-maçon converti, nous dit-on, alimente la théorie du complot en créant le personnage fictif de Diana Vaughan qui, au travers de nombreux ouvrages, en fait, raconte sa sortie d'une prétendue secte satanique. Et cette série, en fait, va fasciner les foules, et tellement que même Léon XIII va en entendre parler et des investigations vont être lancées sur cette fameuse Diana Vaughan qui nous révèle les secrets à demi sataniques, à demi maçonniques dans une revue, dans des ouvrages, au travers de Léo Taxil qui est son porte-parole. Il y a même une ligue qui est créée, donc une supercherie qui dure et qui soulève les foules. Et à un moment donné, on se dit, mais quand va-t-on rencontrer Diana, qui est même directrice de publication de la Ligue, ça va très très loin. Et puis finalement, le mensonge rattrapant toujours, Léo Taxil, lors d'une conférence de presse où il était censé présenter Diana Vaughan, finalement révèle que tout était une supercherie. Donc peut-être que ça peut prêter à rire, mais cela va nourrir l'imaginaire sur la franc-maçonnerie pendant des années, et encore aujourd'hui, le nom de Léo Taxil vous parle. Donc c'est dire. La franc-maçonnerie à l'époque, que fait-elle pour communiquer ? Est-ce que c'était envisageable, possible ? Y a-t-il eu des journaux maçonniques mettant en avant et dénonçant tous ces faits, déjà à l'époque ? Je pense qu'il y a dû avoir des initiatives lancées. Après, comme je disais aussi précédemment, quand on évoquait les premières divulgations, que faire ? Et c'est encore une question, je pense, que les maçons peuvent se poser aujourd'hui. Que faire ? Est-ce que répondre, c'est pas aller dans une dynamique, si on répond, mais ça dépasse la franc-maçonnerie, c'est quelque chose que même moi, dans mon métier, je peux expérimenter. Faut-il répondre à chaque fois, ou faut-il laisser couler, parce que finalement, ça n'intéresse qu'un cercle qui sont déjà convaincus que... Voilà. Nous n'avons pas les boîtiers oui et non pour répondre, c'est fort dommage. Peut-être que la fois prochaine, nous penserons à cela à Lyon. Mais avant d'aborder l'époque vichiste, l'État français, qu'en est-il de la Revue internationale des sociétés secrètes de ce bon monseigneur Join qui s'est fait un plaisir de divulguer pas mal d'éléments concernant la franc-maçonnerie. Ça aussi, on ne peut pas le laisser. Un élément important... je pense au protocole. Oui, au protocole, 1903, info, toujours distribué dans les mosquées, dans les pays du Moyen-Orient d'ailleurs. Oui, donc les protocoles des sages de Sion, effectivement, c'est un faux qui a été traduit, je crois, dans de nombreuses langues, qui est d'origine russe, me semble-t-il, et qui arrive en fait chez nous au début du XXe siècle et qui prétend révéler tout un tas de secrets, alors que c'est un faux. Et ces protocoles vont avoir un retentissement auprès du grand public considérable, auprès du public international, du fait de ces nombreuses traductions, et vont encore une fois alimenter la dimension complotiste et comment les francs-maçons dirigent le monde sur un échelon beaucoup plus étendu. Cela a servi de prétexte à Vichy pour mettre en place sa politique collaborationniste et anti-maçonnique. Alors justement, cette période de Vichy, l'entre-deux-guerres, que s'est-il vraiment passé et qu'est-il arrivé aux francs-maçons dès 1940 ? Alors, la période... Il y a eu déjà avant la guerre vraiment un terreau, ça c'est vraiment important, un terreau fertile
hostile à la franc-maçonnerie, qui après est venue, enfin je veux dire, la Seconde Guerre mondiale, on va dire que c'est l'apogée de ce que peut être l'antimaçonnisme pour des croyances diverses, pour des trajectoires individuelles, hein, si je pense à Philippe Pétain, notamment pour l'affaire des fiches, qui sont très ancrées. Lorsque Vichy arrive au pouvoir, il y a tout de suite une réquisition au niveau des obédiences, que ce soit déjà en termes d'occupation physique des locaux, mais aussi en termes de récupération des archives. Et à partir de là, il y a pas mal de choses qui vont se mettre en place sur les divulgations déjà, et je pense que la quintessence de l'action communicationnelle réside dans les documents maçonniques, donc qui était une revue de propagande qui a été diffusée de 41 jusqu'en 44 exactement, et qui avait pour but en fait de révéler sur fond d'archives et beaucoup d'idéologie quand même le fondement de la franc-maçonnerie. Et je me permets juste, si on a un petit peu de temps, de lire l'édito de la première revue pour vous imprégner de ce qui animait les rédacteurs de la revue à cette époque-là. Ils écrivent « Depuis 1715 », déjà, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, c'est intéressant de voir comment eux-mêmes resituent le fléau de façon assez lointaine. Depuis 1715, la France traverse une crise morale dont elle voit aujourd'hui les résultats sans les comprendre. Dans leur douleur et leur désarroi, les Français sentent qu'un mystère plane et qu'ils se préoccupent de le percer car ils voient là la condition première de la relève. Sans prétendre apporter la lumière sur tous les détails du problème, nous pouvons offrir au public un fil conducteur en lui livrant les archives maçonniques telles que nous les avons réunies ou telles que nous avons été en état de reconstituer sur l'ordre du maréchal, chef de l'État. Merci Laura. Alors, juste rappeler que dans l'entre-deux-guerres, dans les années 30, il y a eu en France, de la part de parlementaires, je crois en 1934, une tentative pour interdire la franc-maçonnerie. Et surtout en Suisse, en 1937, la votation Fonjalaz qui était faite pour interdire la franc-maçonnerie. Deux choses à dire. C'est vrai que les Allemands, quand ils sont arrivés à Paris, ils sont allés tout de suite au Grand Orient de France et à la Grande Loge de France. Il faut savoir que la première loi qui a été édictée par Pétain, ce n'est pas une loi contre les Juifs, mais contre les francs-maçons. Et comme il s'est aperçu qu'il l'avait oublié, oui, les sociétés secrètes, et qu'il avait oublié quelques petites obédiences, il a remis une couche un an plus tard. Alors, de ces vents mauvais, qu'en est-il ressorti après la Seconde Guerre mondiale? Où en est l'antimaçonnisme? Où en sont les fake news aujourd'hui? Alors là, on va faire un grand bond dans le temps, juste peut-être pour terminer sur cette période-là aussi, on a peut-être intérêt à évoquer Forces occultes dans l'impact sur les représentations, puisque Forces occultes, c'est terroir français, hein, ça n'existe nulle part ailleurs. C'est le seul film de propagande sur la franc-maçonnerie qui existe actuellement et qui est toujours trouvable hein, sur YouTube. Hein, vous tapez initiation franc-maçon, initiation maçonnique, vous tombez sur ce film-là sans sans aucun advertising. Enfin, c'est normal, quoi. Donc, ça a été restitué sur YouTube. Vous pouvez le trouver. Et je pense que dans l'idée de l'époque, enfin, comme tout film de propagande, ça a pu avoir un retentissement assez fort sur les représentations de la franc-maçonnerie. Donc aujourd'hui, très clairement, pour répondre à votre question, on a cité les revues de la Belle Époque. Il y avait également beaucoup de revues durant... Pour tout ce qui était presse collaborationniste, hein, qui ont fait des dégâts absolument colossaux. Hein, je suis partout, l'appel. Voilà, je suis partout. Au pilori aussi énormément, qui se présentait vraiment comme l'hebdomadaire anti-juif, anti-franc-maçon, la France aux Français, ce genre de choses, et qui ont eu beaucoup, beaucoup d'impact. Aujourd'hui, que dire ? Pour pouvoir amorcer la période récente, ce qu'il reste effectivement en dehors de tout anti-maçonnisme, en dehors de toute velléité, il n'empêche que dans notre culture, parce qu'il faut prendre l'objet franc-maçonnerie comme un vrai objet culturel, la représentation de la franc-maçonnerie en France n'est pas la même que la représentation de la franc-maçonnerie en Angleterre, dans des pays de tradition protestante, par rapport à nous qui sommes majoritairement historiquement catholique. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête. Ce qui reste des images mentales finalement aujourd'hui, c'est la dimension de secret
Et c'est aussi une dimension avec la Troisième République, avec la surreprésentation des francs-maçons en politique sous la Troisième République, hein, qu'on a largement qualifiée de République des frères. On a cette dimension très très politique de la franc-maçonnerie que n'ont pas d'autres États. Et c'est ça, en fait, qui va traverser, en dehors de tout antimaçonnisme, les représentations de la franc-maçonnerie, on va dire à partir de la fin du XXe siècle jusqu'à nos jours. Merci Laura. Donc, avant de laisser la parole circuler, peut-être juste un mot sur les derniers phénomènes de musique, de TikTok, de rappeurs qui s'en prennent aux francs-maçons. Quelques mots là-dessus, peut-être ? Oui, on peut effectivement se poser la question et peut-être pour faire le lien avec la dimension de la conférence qui était sur les fake news, peut-on dire que la presse en tant que telle est porteuse de fake news, hein. Enfin, c'est quelque chose que j'ai porté dans mon livre, à essayer de comprendre les dynamiques d'écriture qui traversent en fait les articles des grands quotidiens quand on a pu qualifier de marronnier à un moment donné. Il y a dans la dimension fake news une volonté, une réelle volonté de diffuser une fausse information, de nuire en fait objectivement, dire que cette presse-là, la presse actuelle, propage des fake news, c'est faux. Et je voudrais vraiment le rappeler puisque ça serait faire une fausse accusation que de ça. Par contre, ce que j'ai pu, avant de venir sur les réseaux sociaux, noter dans toutes les parties que j'ai analysées, c'est qu'il y a des approximations à la fois en termes de vocabulaire, en termes de précision. Il y a des confusions sur les pratiques en France, les pratiques en Angleterre. Il y a une profanisation de certains trucs sur ce qui est justice maçonnique. Alors la justice maçonnique, c'est dans la justice profane. Non, ça n'a rien à voir. Et tout un tas en fait, de petites choses comme ça qui peuvent créer la confusion. Confusion qui, je pense, et on pourra en reparler, aussi due à la franc-maçonnerie elle-même. Peut-être. C'est peut-être la conclusion aussi. Que faire aujourd'hui en tant que maçons nous-mêmes? Déjà, on a parlé d'engagement tout à l'heure. Est-ce que s'engager aussi, on a dit qu'il fallait s'engager dans la cité, porter parmi les autres hommes les vertus dont nous avons juré de donner l'exemple. Que faudrait-il faire à notre modeste niveau pour éviter de propager ces mésinformations, désinformations s'il y a une réponse? Alors, je n'ai pas la prétention d'être le conseiller communication des obédiences, elles font bien ce qu'elles veulent. Néanmoins, effectivement, sur là où ça peut être intéressant, c'est de dire que le passage à l'heure d'Internet a modifié les pratiques de prise de parole, à tel point que peut-être, comme tout le monde est émetteur, heureusement qu'il reste la professionnalisation pour démêler le vrai du faux, mais l'information aujourd'hui ne descend plus vers le bas, elle est plurielle, et donc ça a rebattu un petit peu les cartes en termes de prise de parole, que ce soit de la franc-maçonnerie en tant qu'obédience, mais aussi des francs-maçons, puisqu'aujourd'hui chaque personne peut prendre la parole là-dessus. Et ça nous amène sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a beaucoup d'influenceurs maçonniques qui ont pour vocation je dirais, de rendre accessible ou de vulgariser la franc-maçonnerie. Mais cet espace-là, s'il peut être positif pour la prise de parole d'une parole que l'on peut-être estimer un peu lésée ou que sais-je, c'est aussi la voie à la réouverture de certaines théories du complot qu'on avait à ces époques-là, puisque la vidéo est par essence assez virale, et de fait, je pense à des formats comme TikTok, où on dénonce de plus en plus de vidéos faites avec l'IA, le phénomène aussi des deepfakes, ce genre de choses, ça peut amener peut-être à une espèce de résurgence de certaines théories du complot qu'on pensait peut-être disparues ou du moins minoritaires. Mais par contre, ce que je veux dire par là, que ce soit pour la presse ou pour les réseaux sociaux, peut-être pour rassurer se rassurer nous-mêmes et rassurer l'audience, c'est que finalement la presse comme les réseaux sociaux, alors la presse ne marchait pas par algorithme, mais on achetait quand même plutôt un journal avec lequel on était d'accord. L'algorithme nous propose des vidéos avec lesquelles on a de l'appétence, donc finalement ça confirme
les biais cognitifs des personnes qui sont déjà persuadées que la franc-maçonnerie domine le monde. Donc peut-être se rassurer là-dessus. Merci Laura. Maintenant, la parole est à vous dans la salle. Je crois que les micros vont circuler. Bonjour, merci pour votre intervention. Je voulais vous apporter un témoignage, parce qu'on n'a pas parlé de désinformation éventuellement véhiculée par l'Église. Et il y a quelque temps, j'ai eu l'occasion notamment d'assister à une conférence qui avait été menée par le père Jean-Baptiste Gauffier. Je ne sais si vous en avez entendu parler. C'était le chanoine de l'église de l'abbaye de la Grâce qui devait marier le colonel Beltrame. Rappelons-nous du colonel Beltrame qui est décédé à Trèbes en 2018. Donc ce chanoine fait un peu le tour de France des églises et à cette occasion, des conférences sont menées pour présenter qui était ce colonel Beltrame. Et notamment, il y a un moment qui m'a tellement choqué, je dirais, où il est présenté comme ayant appartenu à la Grande Loge nationale de France, en tout cas il est présenté comme tel, avoir été franc-maçon. Et il est dit par ce chanoine, effectivement, que si tel avait été le cas, il aurait dû être excommunié. Parce qu'on voit par cette présentation qu'on essaye de récupérer la figure un peu tutélaire de ce colonel pour le porter un peu à un rang de saint. Mais ce n'est pas cette intervention qui m'a choqué. C'est à un moment donné, il a été fait allusion au Grand Orient de France, et notamment au grade de perfectionnement. Et ce chanoine a prononcé devant une assemblée qui était d'à peu près 200 personnes et une cinquantaine d'enfants, que le Grand Orient de France et ses grades de perfectionnement portaient des valeurs sataniques. Sataniques. Et je vous parle de ça, cette intervention a eu lieu il y a un peu moins d'un an. Donc ce chanoine, qui fait un peu le tour de France, porte sa bonne parole et traite les membres du Grand Orient de France de membres sataniques. Donc ça, j'ai été très surpris, et quand vous regardez un petit peu sur Internet, on ne retrouve pas ces paroles mentionnées. Et je vous dis, l'Assemblée, moi j'y étais pour des raisons professionnelles, et l'Assemblée qui était donc constituée notamment bien évidemment de catholiques, n'a pas signé mot. Il n'y a eu aucune intervention voilà. Donc je voulais avoir un petit peu votre sentiment, si vous aviez justement des retours, parce que là on voit que c'est plutôt par un biais un peu détourné que la franc-maçonnerie peut se voir encore attaquée par l'Église. Je vous remercie. Alors je vais essayer de répondre déjà sur l'attaque de l'Église contre la franc-maçonnerie. Alors il est vrai qu'aujourd'hui, Léon XIV ne s'est pas prononcé vraiment sur le positionnement de l'Église. Ce que l'on peut rappeler, c'est que nous étions, nous francs-maçons, je crois que c'est le canon 2317, je ne voudrais pas dire de bêtises quant au numéro des canons du droit pontifical de 1917, cette fois-ci, nous étions excommuniés parce que société secrète, visant peut-être aussi à comploter. Mais en 1983, l'Église a changé la doctrine pour la congrégation de la foi, qui s'appelait du temps du Moyen-Âge, au Moyen-Âge, l'Inquisition a changé. Le franc-maçon n'est plus en état d'excommunication, il est simplement en état de péché grave. Alors, le péché grave, il faudrait peut-être qu'on le définisse par rapport au péché véniel. Moi, je ne sais pas ce que c'est, mais la position de l'Église a légèrement changé. Je ne pense pas qu'elle évolue, parce que l'Église travaille sur le temps long. Ce qu'il faut savoir, c'est que récemment a été donnée à la Grande Loge nationale française une conférence par Monseigneur Vinenger, je n'ai plus son nom exactement en tête, qui est membre d'un dicaster à Rome, qui n'a pas été démenti par rapport à ses relations à la franc-maçonnerie, lui-même étant membre de la Grande Loge régulière de Belgique, donc une obédience dite régulière et de tradition, qui réclame à ses membres la croyance en Dieu et sa volonté révélée, qui est le grand architecte de l'univers, qui ne reçoit pas les femmes et qui ne fait pas en loge de politique et de religion. Cette conférence a donné lieu non pas à des révélations, puisque tout ce qui a été dit était déjà connu depuis une quarantaine d'années, mais le fait est que le Vatican n'a pas réagi à cette conférence donnée en milieu maçonnique. Alors il est intéressant d'analyser l'évolution de l'Église catholique, apostolique et romaine. Alors, tant il est vrai que ce chanoine qui donne des conférences, il n'a pas de contradicteur. Moi, ce que je propose à ce chanoine, c'est d'avoir une émission publique avec des francs-maçons connus, historiens, chercheurs, pour débattre et dialoguer. Il est simple de s'adresser surtout à un public de jeunes enfants et
dénoncer des choses de cette nature. Par contre, concernant Arnaud Beltrame, alors c'est bien un frère de la Grande Loge de France et non de la Grande Loge nationale de France, qui est une obédience qui n'existe pas. Mais souvent, les professionnels se trompent entre Grande Loge nationale française et Grande Loge de France. Il est vrai qu'Arnaud Beltrame a été initié en Grande Loge de France, au rite écossais ancien et accepté, et qu'il a sacrifié sa vie pour laisser une caissière, une otage libre. Voilà ce que je pourrais dire sur ce point de vue. Moi, je ne peux qu'encourager, alors ne pas forcément se révéler auprès du prêtre de sa paroisse, parce que tous ne sont pas forcément formés ou formatés pour entendre ce genre de propos. Il y a toute une génération de jeunes prêtres que j'appellerais jean-paulistes qui sont extrêmement anti-maçonniques. Il faut être absolument prudent, mais ce qui est important aujourd'hui de noter, puisque l'Église catholique, on sait comment elle est et ce qu'elle pense aujourd'hui. Il y a deux phénomènes auxquels il faut prêter attention. C'est l'évangélisme, surtout en Amérique du Sud, puisque nos frères brésiliens sont aux alentours de 200 000 membres et ils connaissent non pas des persécutions, mais un antimaçonnisme dû aux évangélistes. En Afrique, nous avons un petit peu la même chose, mais qui est plus menée par l'islam dans certains pays où parfois des réunions internationales maçonniques ne peuvent pas se tenir. Et puis surtout, il ne faut pas oublier qu'il y a deux faits toujours mentionnés. C'est la fatwa de la Grande Mosquée du Caire de 1978 qui fait que les francs-maçons sont, comment dirais-je, on n'est pas condamnés à mort, mais on n'est pas excommuniés à leur manière, mais on est quand même bien visé. Et puis la charte du Hamas, il y a 2 articles de la charte du Hamas, je ne voudrais pas me tromper en les citant, mais qui demandent à ce que, en 2 mots pour faire simple, on tue les juifs et les francs-maçons et toutes les sociétés qui y sont associées. Donc il faut toujours garder cela à l'esprit. Alors il y a l'Église de Rome et il y a aussi les évangélistes, j'inclus les anabaptistes, les pentecôtistes, qui refusent toute évolution sociale et sociétale, le mariage pour tous, la PMA, la GPA. Et puis il y a toujours l'islam radical, l'islamisme, qui a une politique fortement anti-maçonnique. J'en veux pour preuve que, à part le Maroc, il y a très peu de pays islamiques où la franc-maçonnerie est présente. J'espère avoir répondu à votre question. Sur le colonel Arnaud Beltrame, puisque c'est un camarade gendarme, tout comme moi, je suis prêt à discuter avec vous, mais en aparté. Peut-être juste un complément rapide sur cette question. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été repris? Après, il y a des logiques aussi conjoncturelles, c'est-à-dire que si la presse n'était pas spécialement conviée, forcément ça reste des paroles tenues avec un cercle d'initiés. Donc ça ne sort pas vers l'extérieur. Après, il y a cette dimension-là. Et puis, pour répondre à ce que moi, dans ma recherche, je suis tombée là-dessus. Alors, pas au niveau des journaux, puisque moi, je me suis concentrée sur les hebdomadaires français. Après, en étendant la sphère sur qui sont les détracteurs de la franc-maçonnerie, parce que j'interviens aussi régulièrement sur tout ce qui est complotisme, antimaçonnisme et tout ça, effectivement, sur des sites, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur qui est aujourd'hui créateur d'informations. Effectivement, on trouve des choses comme ça sur certains sites. Alors, ils ne sont pas les seuls, hein, mais voilà. Et pour peut-être ajouter un petit peu de joie sur l'Église catholique dont on a parlé finalement au travers seulement des encycliques et des condamnations. J'ai une petite anecdote rapidement. La toute première conférence que j'ai faite, c'était à la GLNF. Alors, en tant que femme, j'étais très contente de commencer comme ça. C'était ma petite... voilà, c'est une parenthèse. C'était dans ma région natale, en fait, et dans le public, je vois un curé que j'avais rencontré dans un autre contexte. Je dis, mais mon père, qu'est-ce que vous faites là? Il me dit, c'était à côté de la paroisse, donc je suis venue voir. Je dis, mais vous savez que vous risquez potentiellement d'être en désaccord avec les... Alors, c'est pas moi qui le dis, ce sont des faits historiques. Et il m'a dit, mais justement, je trouve que ça fait du bien de se confronter. Et ça m'a redonné foi en l'humanité, quand même. Oui, alors, récemment, il y a un prêtre, j'ai oublié le pays, qui a baptisé un monument maçonnique qui a été mis de côté par son évêché. Ça existe malheureusement encore aujourd'hui. Bonjour. Je voudrais revenir, Laura, sur un sujet que vous avez très rapidement évoqué et vous vous êtes défilé très vite. C'est sur la communication interobédientielle. Alors, la communication interobédientielle,
C'est-à-dire que l'idée, c'est que les obédiences, bien entendu, restent avec leurs différences, mais il n'y aurait pas un moyen qu'une communication interobédientielle sur la franc-maçonnerie d'une manière générale, et pas dans le détail, puisse être faite, ce qui arrangerait beaucoup de choses, il me semble. 38 ans de communication, je peux vous aider si vous voulez, Laura. J'ai dit. Moi, c'est simple, hein, je ne vais pas répondre pour Laura puisque vous lui avez posé la question. Tous les mois, les grands maîtres, à 5 ou à 7, ça dépend de leur niveau ou d'envie de se voir, déjeunent ensemble. Posez-leur la question. Moi, je ne vois pas d'autre solution. La communication obédientielle repose sur une communication commune pour certains faits majeurs. Des élections au second tour notamment. Pour la Covid, pendant la période de Covid, nous avons vu 9 obédiences signées ensemble, mais j'en dirai pas plus puisque la question est adressée à Laura. C'est une jolie prétérition, Lionel, je vous remercie. En fait, cette question-là, dans le meilleur des mondes, je serais tentée de dire oui. Mais en fait, finalement, ça soulève la question sous-jacente de la conférence et aussi ce qui ressort de la presse. C'est qu'est-ce que la franc-maçonnerie ? Vous descendez en bas, vous avez 6 stands. Passez d'un stand ou plus. 11 en bas. Mais plus vous passez à chaque stand. La franc-maçonnerie, à chaque fois, prend une teinte, une nuance différente. Donc, comment uniformiser une communication au niveau de la franc-maçonnerie française universelle relève déjà d'un défi assez impressionnant. Donc, je dis que c'est un idéal type, mais il faudrait déjà s'accorder sur la définition même de la franc-maçonnerie, et c'est très très compliqué, et ce qui explique que déjà si en interne il y a des divergences, et c'est très bien, c'est ce qui fait la diversité du paysage et la richesse du paysage maçonnique français, si déjà on a en interne des difficultés de définition, il ne faut pas s'étonner que derrière il y ait des difficultés à définir la franc-maçonnerie quand on a une focale extérieure. Moi, je voudrais juste rajouter que les instances de la République, tant les services de M. le Premier ministre que du Président de la République, ne reçoivent que 5 obédiences officiellement. Le Grand Orient de France, la Grande Loge de France, la Grande Loge nationale française, le droit humain et la Grande Loge féminine de France. Donc il y a peut-être des choses à déverrouiller au niveau du ministre chargé des cultes et des idées philosophiques, des choses comme ça. Alors moi je sais bien, selon l'adage utopie d'aujourd'hui, réalité de demain, on ne peut aller que dans un sens comme celui-ci pour arriver à une fraternité et en tout cas une franc-maçonnerie universelle. Bonjour, merci de votre intervention. Moi, je voulais revenir sur l'Église. L'Église ne peut pas évoluer, c'est un dogme. Dans la mesure où c'est la parole révélée, qu'ils ont la science infuse, ils ne changeront jamais. Il faut arrêter de rêver. La loi de 1905 a été pour eux le mur qui s'est construit entre la République et la laïcité, et l'Église, pardon, et ils ne pourront jamais revenir en arrière. Il faut arrêter de rêver. Quand vous voyez toutes ces congrégations qui se créent, qui sont de plus en plus fermées, de plus en plus religieuses, intrinsèques, vous ne pourrez pas les faire évoluer. C'est la République, c'est la laïcité, c'est nous, francs-maçons, quelle que soit notre obédience, qui devons porter haut le flambeau de la révolte et permettre aux hommes et aux femmes qui le souhaitent d'être continuellement libres. Il faut savoir que certaines obédiences dites régulières et de tradition ont essayé de faire bouger les choses et c'est en cours pour l'instant. Donc nous verrons bien sur un temps long ce que dira l'Église. Mais là où vous avez tout à fait raison, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, l'évêque des Philippines a demandé à Rome de prendre une décision parce que toutes ces ouailles étaient francs-maçons. Eh bien, Rome a dit, bah non, ils sont excommuniés, enfin ils sont en état de péché grave, ils ne doivent pas recevoir la communion. Voilà ce qu'il en est. Donc, dans un sens, vous avez à la fois raison, mais d'un autre, il y a des choses qui peuvent évoluer tout doucement, mais c'est sur du temps long. Oui. Merci. Bonjour à tous et à toutes.
Je voulais revenir sur la fake news et sur effectivement la diabolisation de la maçonnerie, mais au sens plus large et au niveau de la communication plutôt mondiale. Voilà, excusez-moi. Merci. Et j'ai une question et j'ai un phénomène qui m'interpelle et dont je n'arrive pas à avoir la réponse. Et je pense que peut-être Laura Lalou, qui est une experte en communication, pourra me donner la réponse. Je ne comprends pas pourquoi la franc-maçonnerie est diabolisée alors qu'elle devrait apporter la lumière et la connaissance. Et à l'opposé, on voit l'émergence dans les pays sur la planète. On peut voir en Russie, aux États-Unis, l'installation de grandes familles qui dirigent les pays. Et personne ne diabolise ces familles. Et les électeurs se précipitent pour voter et mettre en place ce type de gouvernement. Donc, ma question est... Comment expliquez-vous ce phénomène de communication qui tend à faciliter le mensonge, si tant est qu'une vérité puisse exister, mais favoriser la mise en place de sociétés antifraternelles, à l'opposé de sociétés qui amènent la lumière aux frères et aux sœurs. Autrement dit, comment mécaniquement, parce qu'en comprenant la mécanique, on arriverait à contrer ou avoir des arguments pour expliquer et contrecarrer cette avancée. Je ne sais pas si j'ai été assez clair. Alors déjà, je vous remercie pour votre question. Ce que j'essayais en tout cas, c'est vrai que le temps nous a filé, on a dû abréger pas mal de morceaux. Effectivement, pourquoi est-ce que la franc-maçonnerie est pointée du doigt ? On a essayé au long de la conférence d'expliquer en quoi c'était à la fois un phénomène culturel ancré dans une histoire bien précise et qui du coup prend des racines, des colorations qui ont été au fur et à mesure du temps ravivées, remis au goût du jour avec certaines velléités ou simplement peut-être réutilisées. Il y a aussi cette question-là de qu'est-ce que la franc-maçonnerie donne à voir d'elle-même dans l'espace public, dans l'espace médiatique, sur les réseaux sociaux. Donc en fait, déconstruire des représentations culturelles, déjà, quand on s'y adosse, c'est très long. Si on s'y adosse moyennement, c'est encore plus long. Donc il y a cette dimension-là où c'est dur de déconstruire des croyances impressionnante. Et même moi, aujourd'hui, je me dis, oui, quand même, c'est pas comme avant. Je ne sais pas si vous avez vu sur YouTube, sur Legend, le média de Guillaume Play, qui a reçu un influenceur qui s'appelle le franc-maçon et qui lui pose des questions. Alors là, on reste dans les codes sensationnalistes sur le teasing de l'émission et tout ça, mais c'est un petit peu l'ADN aussi de la chaîne. Et je me suis amusée à lire les commentaires. T'es assez étonné de voir la teneur des commentaires où on dit ouvertement, on tag Guillaume Play en lui disant « Oui, mais vous faites cette émission, mais vous ne faites pas intervenir l'autre penchant, en l'occurrence Serge Gaillardeau. » Faudrait appeler Serge Gaillardeau, mais quand Guillaume Play fait des émissions sur « Je suis psychiatre de criminels », aucun commentaire ne mentionne la nécessité de faire entendre le criminel pour contrebalancer. Donc on est, même aujourd'hui, vraiment dans cette culture-là de ce secret qui persiste. Et par secret, c'est ce que je traite aussi dans le livre, c'est le secret et toutes les images mentales, les représentations et les iconographies qu'il porte en lui. Ce qui... pour reprendre l'encyclique, n'est pas dans la lumière est forcément quelque chose de dissimulé, de frauduleux. Donc il y a cette suspicion qui persiste. Et comment la combattre ? C'est
une piste à explorer, je pense, pour les obédiences, mais aussi peut-être pour les francs-maçons eux-mêmes. Ce qu'on rappelle souvent, c'est que c'est facile de dire que on est fier d'être franc-maçon si ça reste dans son cercle d'initiés, qu'on n'en parle pas autour de soi. Alors c'est pas évident, mais je pense qu'effectivement, changer de paradigme pour passer à une autre vision de la franc-maçonnerie, c'est pas tout de suite. Y a-t-il d'autres questions avant de... Parce que je vois qu'il est l'heure. Merci beaucoup pour ce parcours historique intéressant. Et est-ce qu'on ne pourrait pas aller un peu plus loin et faire de la prospective ? Nous avons des élections qui vont approcher, qui vont sans doute changer pas mal de choses. On a un climat géopolitique très tourmenté. L'avenir de la maçonnerie et des francs-maçons, aussi bien en France qu'en Europe, comment vous voyez les choses ? Alors, vous avez 4 heures ou comment on fait? Non, je plaisante. Comment à titre personnel, comment je vois les choses? C'est-à-dire au prisme du traitement ou ce que ça pourrait induire. C'est la question est assez vaste. Peut-être sur les représentations, ce que vous dites justement sur le climat anxieux me fait penser que ces représentations-là sur la franc-maçonnerie, en fait, c'est un peu la conclusion à laquelle je suis venue en balayant 300 ans d'histoire, c'est de se dire qu'en fait, il y a un phénomène récurrent de résurgence du phénomène antimaçonnique, mais aussi peut-être sur l'antisémitisme, c'est quelque chose qui revient assez souvent, dans des climats de tension, dans des climats d'incompréhension, dans des climats de défaillance envers les élites. En fait, il y a un besoin ontologique de l'être à trouver en fait des réponses, à simplifier un monde qui parfois lui échappe. Ce sont des biais cognitifs qui nous aident à peut-être ne pas perdre espoir et à trouver un sens à ce qui se passe sous nos yeux. Et c'est un phénomène assez récurrent. Donc c'est pas très joyeux dit comme ça, mais comprendre ce phénomène de restructuration du monde par les mythes, il est fondamental et il est surtout vieux comme le monde. Moi, je suis assez optimiste quant à la franc-maçonnerie en Europe. Un salon comme celui-ci se multiplie partout en France, sous d'autres noms, mais il y en a bientôt un à Nice, un autre à Rodez. L'an prochain, on va reprendre Bruxelles, Tours, Toulouse, Nantes. Il en est de même, un petit peu moins, mais dans les pays européens. Nous avons tenté de monter un salon maçonnique à Genève. Je suis allé voir les frères suisses. Ils seraient prêts à se lancer, mais ils ont une peur aussi de se dévoiler auprès du public. J'en veux pour preuve aussi que la Grande Loge d'Angleterre, qui était composée de 1 100 000 membres il y a une quarantaine d'années, et annoncée au moment de la Covid d'être à 192 000 membres et aujourd'hui à 175 000 membres, dit avoir arrêté l'hémorragie. Le fait est qu'ils ont changé complètement leur communication. Ils s'adressent aux jeunes, avec un langage de jeunes. La franc-maçonnerie est en train de repartir en Europe, partout en Europe. Certaines francs-maçonneries, je pense notamment à la Grande Loge féminine de France, ont alors on peut appeler ça un think tank, mais ont l'Institut maçonnique européen qui intervient à Bruxelles, qui essaye de faire passer les idées et nos valeurs maçonniques au niveau européen. La maçonnerie française est particulièrement vivifiante. Nous sommes au-delà de notre niveau en termes de membres, puisqu'on doit être aux alentours de 180 000, au-delà du niveau d'avant la Covid. La franc-maçonnerie, comme nous l'avons dit, offre en France un large panorama, une très belle richesse, un paysage maçonnique exceptionnel en Europe continentale. Et moi, je suis extrêmement favorable. Le seul souci, c'est comment faire pour amener les jeunes à partager nos valeurs. Moi, j'ai en mémoire le discours de Jean Jaurès en 1903 à Albi, qui donnait des valeurs de justice sociale, d'équité, d'égalité, fraternité.
liberté, égalité, fraternité, ce sont des discours que l'on peut aujourd'hui tenir aux jeunes avec des idées de maintenant, avec des moyens de maintenant. Moi, je ne suis pas particulièrement pour le franc-maçon qui s'exhibe avec des décors dont il n'a eu nulle qualité pour y prétendre, mais il y a des moyens pour les obédiences de communiquer auprès des jeunes. Aujourd'hui, nous avons 2 musées en France qui sont musées de France. Le musée historique créé en 1889 du Grand Orient de France, qui est en fait le musée de la franc-maçonnerie rue Cadet. Et bien moi qui suis médiateur culturel, chaque fois que nous avons un groupe d'une vingtaine de personnes, eh bien, il y a un homme, une femme qui viennent nous voir souvent après pour nous dire « mais moi ça m'intéresse, comment je peux faire pour entrer en franc-maçonnerie ?» À nous de bien l'aiguiller pour que cette personne ne parte pas 6 mois après et qu'elle reste parmi nous 5 ans, 10 ans, 15 ans et le restant de sa vie tout simplement. Donc j'ai bel espoir que la franc-maçonnerie retrouve force et vigueur en France et en Europe. Récemment, la Grande Loge de France a investi la Grande Loge d'Autriche le 15 mars dernier. Il en est de même d'autres obédiences, sûrement, qui vont consacrer des loges un petit peu partout en France et en Europe. Voilà tout ce que je pourrais dire pour l'avenir de la franc-maçonnerie, qui pour moi, les fruits que nous portons, c'est à nous de les sommer, et la récolte sera pour nos jeunes apprentis de maintenant qui verront tout cela dans 20 ans, je l'espère. Peut-être un point sur ce que vous venez d'évoquer sur la représentation de la franc-maçonnerie. Je fais écho à ça à un moment donné. C'est vrai que dans l'esprit des différentes iconographies que j'ai traitées, le maçon, alors déjà le maçon il est polymorphe et à la fois il n'a pas de tête. Moi j'appelle ça le maçon sans tête. Sur les couvertures des magazines, le maçon n'a pas de tête. C'est tout le monde et personne. Par contre, c'est un homme. On en déduit au buste que c'est un homme. Et ça, c'est très intéressant dans les représentations parce que ça biaise la chose. C'est un peu, vous voyez, la figure du sénateur romain dans Astérix. Il est vieux, il est gros, et voilà. Et du coup, on a des représentations qui sont ancrées. Pour beaucoup de personnes, le franc-maçon est un homme. Et comme ça a été dit tout à l'heure avant que j'arrive, un homme d'un certain âge. Et peut-être que déjà, on parlait tout à l'heure de franc-maçonnerie universelle, peut-être aussi, en dehors d'expliquer ce qu'est la franc-maçonnerie, une piste, ce serait peut-être de mettre en avant des nouveaux profils. Peut-être dans la représentation pour changer un petit peu cette image du maçon sans tête qui plus est masculin. Merci Laura, on me fait signe, on s'arrête là et c'est pour ça que vous êtes là.